D'habitude, quand on aborde l'apprentissage d'une nouvelle langue, surtout pour les grands débutants, on s'attend toujours à un truc hyper mécanique. C'est pas très palpitant, quoi. Ah ouais, carrément. C'est souvent perçu comme de l'ingénierie pure et dure, hein. Un sujet, un verbe, un complément, et puis débrouillez-vous avec ça. C'est exactement ça. On te donne les blocs de construction et la méthode se contente de te dire voilà, c'est la règle, apprenez-la par cœur. Mais aujourd'hui, on va plonger dans un document qui fait les choses un peu différemment. Ouais, un texte de niveau A1, donc vraiment la base de la base, et ça parle du vocabulaire des transports et de la façon dont on se déplace. Et notre mission pour cette analyse, c'est de décortiquer comment cette simple leçon ne se contente pas d'aligner des mots. À travers une petite histoire dans le métro parisien, ça cartographie carrément notre relation physique avec l'espace urbain. Parce que oui, derrière le choix très strict de deux petites prépositions, il y a toute une philosophie qui se cache. C'est fascinant de voir ça dans un manuel pour débutants. Bon, avant de se lancer, une petite précision importante. On analyse strictement le récit et la grammaire de ce texte. Tout à fait. On ne va pas commencer à prendre parti dans les débats actuels, genre les automobilistes contre les cyclistes ou les politiques urbaines. On reste de simples témoins impartiaux de cette mécanique linguistique. Le cadre est posé. Et pour bien comprendre les enjeux de l'histoire qui nous attend, il faut d'abord poser les bases. Il y a une vraie théorie spatiale des transports en français. Le document attaque d'ailleurs direct avec ça. On a la liste classique, la voiture, le métro, le train, le vélo et bien sûr la marche à pied. Et c'est là qu'intervient cette fameuse règle de séparation entre la préposition en et la préposition à. Saisir la logique viscérale derrière ça. Un vélo, c'est une machine en métal, exactement comme une voiture. C'est vrai. Du coup, pourquoi le vélo n'a pas droit au même statut? J'essayais de visualiser le «en» comme une sorte de capsule de protection. On est encapsulé, quoi. Eh bien, ton analogie de la capsule est parfaite. L'erreur, c'est de penser que la langue classe les transports par leur complexité technologique. C'est pas du tout le cas. Ah bon? C'est basé sur quoi, alors? C'est purement lié à l'encapsulation physique de ton corps. La langue se demande juste, est-ce que le corps est contenu dans un volume fermé qui le sépare de la rue? Ah, je vois le genre. Quand tu dis «en», tu signales que tu as franchi une frontière matérielle. La voiture ou le métro, ça crée un microcosme. Le «a», au contraire, ça signale une exposition totale. Ouais, sur un vélo ou sur tes deux jambes, tu te prends le vent, la pluie, le bruit de la ville. Exactement. La langue française t'oblige carrément, à chaque phrase, à déclarer ton niveau de vulnérabilité physique face au monde extérieur. C'est fou quand on y pense. En disant « je vais en métro », j'annonce inconsciemment que je me mets à l'abri, en fait. C'est une sorte d'armure linguistique. Je dirais plutôt un positionnement spatial. C'est pas forcément une armure invincible, on le verra tout à l'heure, mais c'est une vraie déclaration d'intériorité. Le «en» trace une ligne invisible. C'est vertigineux de se dire qu'un débutant intègre ça sans même s'en rendre compte. Mais bon, la théorie, ça finit toujours par se heurter à la réalité. Et c'est là que notre document devient vraiment pertinent. Il met cette règle à l'épreuve avec une petite histoire très concrète. Ouais, on suit deux personnages, Anna et Lucas. L'objectif est simple, Anna dit « Aujourd'hui, on va à la Tour Eiffel ». Et à partir de là, le texte déploie un processus d'élimination qui est assez génial. Lucas, qui a l'air super naïf et plein d'énergie, propose la méthode la plus directe. Il dit « Super, je vais à pied ». Le choix de l'engagement corporel total, c'est l'option A dans toute sa pureté. Sauf que Anna fait les gros yeux, elle rejette l'idée directe en disant que c'est beaucoup trop loin. Ce qui est dingue, c'est que la première contrainte ici, c'est pas la grammaire, c'est la fatigue physiologique. C'est un détail crucial. Si on apprenait la langue dans un vide théorique, aller à pied serait une super option. Mais le document veut ancrer dans la réalité d'une vraie métropole. La distance physique vient complètement anéantir la préposition « à ». Mais Lucas ne lâche pas l'affaire, il propose la deuxième option en plein air. Il dit « D'accord, je vais à vélo ». On reste dans l'exposition. Mais là, l'histoire prend un virage pragmatique hyper drôle. Anna se met juste à rire. Bah oui, parce que Lucas n'a même pas de vélo, tout simplement. Ce qui ajoute une vraie dimension logistique à l'apprentissage. La grammaire t'autorise à dire ça, mais la réalité matérielle t'en empêche. L'entonnoir se resserre. Grave. Du coup, Lucas admet sa défaite sur le terrain du plein air. Il abandonne le A et se rabat sur la fameuse capsule protectrice. Il demande « Bon, je vais en voiture ». Et là, c'est le coup de grâce. Anna secoue la tête et sort l'argument ultime des grandes villes. Les embouteillages. Le trafic paralyse l'option de la voiture. Ils sont coincés.
Et Anna finit par trancher avec la seule solution mathématiquement viable qui reste. Elle dit « Viens, on va le métro ». Mais c'est pas un peu cynique, comme le sont pour des débutants? Ce petit dialogue, c'est carrément une machine à broyer les illusions. La fatigue élimine la marche, le manque d'équipement élimine le vélo, et le trafic élimine la voiture. Je dirais pas que c'est cynique, c'est du réalisme pur et dur. La construction est brillante. L'auteur te guide dans un labyrinthe où toutes les portes se ferment une par une. C'est clair. Le métro ne gagne pas parce qu'il fait rêver, il gagne par défaut, quoi. Voilà. En fait, le récit enseigne la grammaire de l'espace, mais aussi les règles de survie en ville. Quand tu élimines l'effort physique et le piège de la voiture, il reste quoi? La solution collective souterraine. Et nous voilà donc avec notre duo qui s'enfonce sous terre. L'ultime an, la capsule censée nous sauver du trafic. L'environnement contrôlé par excellence en théorie. Mais le texte nous réserve un petit twist. L'infrastructure urbaine, c'est pas neutre. Et ça nous amène au point culminant de l'histoire, le drame des portes automatiques. Ah, la fameuse scène. C'est le moment précis où la confiance aveugle dans cette capsule de sécurité se fracture. Le timing décrit est redoutable. Le métro arrive, Anna s'engouffre dans la rame, super pragmatique, elle est dans sécurité. Mais Lucas, il est dans sa bulle. Il a les yeux rivés sur son téléphone comme beaucoup de gens. Il est physiquement là, mais mentalement ailleurs. Et là, l'auteur insère carrément une alerte sonore dans le texte. Bip, bip, bip. Les portes se ferment d'un coup. Lucas essaie de sauter au dernier moment, mais il se retrouve coincé. Et il se met à hurler. Ouais, il crie « Ah! Ah! Anna! Anna! Au secours! Les portes !» Et Anna est obligée de le tirer physiquement à l'intérieur pour le sauver. Une vraie scène d'action. Mais franchement, je me pose une question sur la pédagogie là. On a des étudiants de niveau A1 et on leur balance du chaos, des cris, une alarme stridente. C'est pas un peu trop stressant comme méthode? Ça peut paraître contre-intuitif, c'est vrai. On n'a pas envie d'effrayer l'apprenant. Mais du point de vue de la neurobiologie, c'est un coup de maître. Un coup de maître? Vraiment. Oui, parce que le cerveau filtre naturellement les infos monotones. Si le texte disait juste « ils prennent le métro », la préposition « en » serait oubliée dans la minute. Ah, je vois. En injectant ce petit traumatisme, même de façon comique, l'auteur s'assure qu'on s'en souvienne. Exactement. C'est une encre mnémotechnique émotionnelle. On associe une règle spatiale abstraite à un danger immédiat signalé par ce gros bip bip bip. Du coup, le lecteur ressent la panique de Lucas. La capsule rassurante montre soudain les dents. Ses portes se referment comme une mâchoire. Ce contraste hyper fort entre la théorie tranquille et la violence mécanique de la scène, ça force le cerveau à mémoriser. L'apprenant n'oubliera jamais le mot métro, ni comment y entrer. C'est super malin. Et d'ailleurs, après ce gros coup de stress, l'auteur sait qu'il faut faire redescendre la pression. L'histoire se termine sur une chute vraiment ironique. La réplique d'Anna, oui. Anna le remet sur ses pieds et lui lâche « La prochaine fois, on y va à pied ». Elle ramène l'histoire à la toute première option qu'elle avait elle-même refusée. La boucle est bouclée. Finalement, la vulnérabilité du « à pied » devient préférable au danger mécanique du « en ». C'est parfait pour décompresser avant de passer aux exercices. Des exercices qui constituent justement la dernière partie du document. C'est un petit jeu de traduction directe de l'anglais vers le français. Et ces traductions révèlent vraiment le défi intellectuel de la leçon. Il faut bien observer comment on bascule d'un système de pensée à l'autre. Ouais, le texte propose 4 phrases. Round 1, la phrase anglaise « I go by car » devient « je vais en voiture » avec une petite note qui précise « à l'intérieur ». C'est très spécifique. Round 2, I go on foot devient « je vais à pied » avec la mention « à l'extérieur ». Round 3, I go by bike devient « je vais à vélo » toujours à l'extérieur. On martèle vraiment le concept. Et le round 4, c'est la petite touche d'humour. I go by metro devient « je vais en métro », mais cette fois avec l'avertissement « attention aux portes ». L'expérience de Lucas sert de leçon finale. Mais si je fais l'avocat du diable 2 secondes, traduire des phrases isolées comme ça, c'est pas un peu vieillot comme méthode? On a eu une super aventure et on finit par de la répétition bête et méchante. C'est une critique qu'on entend souvent, mais c'est mal comprendre le rôle de cet exercice. C'est pas de la répétition aveugle, c'est un vrai recablage neurologique. C'est-à-dire ? Regarde l'anglais. L'anglais utilise la préposition by. By car, by bike, by metro. Ce by, il est instrumental. Il désigne l'outil que tu utilises pour ton action. Ah oui, l'esprit anglophone se concentre sur l'instrument. Je prends cet outil pour me déplacer.
Voilà. Alors que le français, avec ce choix forcé entre en et a, exige une spatialisation de ton corps. C'est pour ça que la note à l'intérieur ou à l'extérieur est rajoutée à chaque fois. Absolument. L'exercice ne te demande pas juste de traduire le mot voiture. Il oblige le cerveau à abandonner la question quel outil j'utilise pour adopter où est mon corps dans l'espace. C'est un changement de paradigme perceptif carrément. L'auteur détruit le réflexe instrumental pour forcer la notion physique de dedans et dehors. Le cerveau résiste toujours à changer ses propres schémas. Si on ne forçait pas cette visualisation, l'apprenant mémoriserait juste une liste sans comprendre la philosophie derrière. En associant bike à la sensation d'être exposé, la préposition à devient une vraie sensation physique. Et l'apothéose, c'est cette dernière phrase avec le métro. L'exercice de grammaire fusionne avec la mémoire émotionnelle du récit. On traduit plus un mot, on traduit une expérience de survie urbaine, quoi. C'est la synthèse idéale. La théorie donne la règle, l'histoire crée la tension émotionnelle et la traduction cristallise tout ça. Ce voyage à travers un simple texte pour débutants s'avère beaucoup plus dense que prévu. Si on résume un peu, tout gravite autour de notre placement physique. Deux mondes qui s'opposent finalement. Ouais, d'un côté le monde du « en », la promesse d'une capsule qui nous sépare de la météo et de l'espace public, que ce soit la voiture intime ou la grande boîte collective du métro. Et de l'autre, le monde du A. L'engagement sans filtre où le corps affronte le vent, la distance et la fatigue. Et au milieu de ces règles géométriques, on a cette grande leçon de pragmatisme portée par Anna et Lucas. Nos choix de mobilité sont presque jamais libres. Ils sont dictés par l'environnement. Voilà, les distances énormes, le manque de moyens ou les bouchons qui paralysent tout. Et la solution la plus efficace, le réseau souterrain, exige en retour une attention de tous les instants. Sinon, l'infrastructure se referme sur toi au son d'une alarme stridente. En fin de compte, la grammaire cartographie l'espace, mais c'est bien notre expérience humaine qui détermine comment on survit dans cette ville. Et ça m'amène à une toute dernière réflexion. Une pensée qui a émergé pendant qu'on décortiquait cette mécanique d'apprentissage. Je t'écoute. On a vu comment la langue catégorise notre vulnérabilité. Mais si on inverse le truc, est-ce que c'est possible que cette grammaire qu'on assimile finisse par dicter secrètement notre propre jauge de confort face au monde ? C'est une hypothèse fascinante. Si une langue définit certains véhicules comme des espaces clos ultra sécurisants et d'autres comme des expositions pures et dures, comment ce conditionnement résonne dans nos têtes le matin ? Quand on doit choisir comment on va affronter sa journée, Exactement. Quand on ressent le besoin de se sentir protégé face au chaos de la jungle urbaine, est-ce qu'on choisit la capsule en, juste par logistique, ou est-ce que ça répond à un besoin viscéral d'abri que notre propre langue nous a appris à nommer ? c'est vrai que la façon dont on nomme les choses façonne forcément notre rapport à elles. C'est une question un peu vertigineuse, mais je pense que c'est super intéressant à méditer avant de choisir comment traverser la ville demain matin.